Le masque funéraire en or de Toutankhamon est l'un des symboles les plus célèbres de l'Égypte antique. Il est resté enfoui dans une tombe scellée pendant plus de 3000 ans. Et lorsque celle-ci fut découverte en 1922, la trouvaille provoqua un choc immense dans le monde de l'archéologie. Pourtant, un détail étrange subsiste. Bonjour à tous! Certains égyptologues pensent que ce masque n'a, à l'origine, même pas été fabriqué pour Toutankhamon. Bien au contraire, il aurait été conçu pour une femme. Bienvenue sur Perduchan. Et si cette hypothèse s'avère correcte, alors l'un des symboles les plus emblématiques de l'Égypte antique renfermerait en réalité la trace d'une tentative d'effacer de l'histoire l'une des figures les plus mystérieuses de son époque. Intriguant, n'est-ce pas? Alors commençons. De quel masque s'agit-il? L'idée selon laquelle des centaines de momies de pharaons, de sarcophages et de masques en or seraient parvenues jusqu'à nous relève d'une idée reçue très répandue. Malheureusement, au cours des 3 à 4 000 années écoulées, l'Égypte antique a été le théâtre d'innombrables guerres, pillages, bouleversements politiques et catastrophes naturelles, si bien qu'il ne subsiste aujourd'hui qu'environ 30 à 40 momies de pharaons et à peine 2 ou 3 masques en or complets. La tombe de Toutankhamon est considérée comme pratiquement la seule sépulture royale à avoir échappé presque intacte aux ravages du temps et au pillage. Comme par miracle, ni le temps ni les hommes ne l'avaient remarqué. La tombe du jeune pharaon Toutankhamon fut découverte en 1922 dans la Vallée des Rois par l'archéologue britannique Howard Carter. Parmi tous les objets exhumés, ce masque peut être considéré comme le plus important, tant par sa valeur que par sa portée historique. Dans l'histoire de l'art et de la culture égyptien, le masque de Toutankhamon occupe une place aussi prestigieuse que le célèbre buste de Néfertiti. Le masque de Toutankhamon est fabriqué en or d'une pureté exceptionnelle à 23 carats. À titre de référence, la pureté maximale de l'or en joaillerie est de 24 carats. L'unité du carat est principalement utilisée dans les pays anglophones et en Asie, tandis qu'en Europe, on emploie un système de pureté exprimé en millièmes. Une pureté de 999 correspond à 24 carats. L'or 24 carats est extrêmement tendre et se raye très facilement. C'est pourquoi les artisans joailliers y ajoutent des métaux d'alliage tels que l'argent, le cuivre, le nickel ou le palladium afin d'en augmenter la résistance. Dans l'Égypte antique, c'est principalement le cuivre qui était utilisé comme métal d'alliage. Le masque de Toutankhamon pèse environ 10 kg, soit l'équivalent de 321,5 onces 3 d'or. Il mesure 54 cm de hauteur, 39,3 cm de largeur et 49 cm de profondeur. Imaginez un instant, ce masque est resté intact, aux côtés de la momie du pharaon, depuis son inhumation aux alentours de 1324 à 1323 avant notre ère, dormant sans y être touché pendant plus de 3000 ans. Comme les autres masques funéraires de pharaon, celui de Toutankhamon n'est pas le portrait réaliste d'un adolescent. Il incarne plutôt ce jeune roi sous l'apparence d'Osiris, dieu de l'au-delà. Il va de soi que, les pharaons étant considérés comme l'incarnation du pouvoir divin dans le monde terrestre, les artisans de l'époque n'avaient pas le droit de les représenter comme de simples mortels. Sous l'effet de cette stylisation inévitable, l'histoire déjà complexe du masque de Toutankhamon s'en trouve encore davantage compliquée. Apporter un peu de lumière à une histoire enveloppée de ténèbres. Bien sûr, nous n'avons pas l'intention d'entrer ici dans les moindres détails des vies étroitement entremêlées des pharaons d'Égypte. Mais il est impossible de poursuivre sans évoquer certains points essentiels d'événements remontant à 3000 ans. Il est notamment indispensable de mentionner Néfertiti, grande épouse royale du pharaon Akhénaton, qui régna sur l'Égypte de 1351 à 1334 avant notre ère. Ce pharaon est connu pour avoir proclamé le dieu disque solaire Aton comme divinité suprême, inaugurant ainsi ce que l'on appelle la période amarnienne. De nombreux spécialistes de l'histoire de l'Égypte antique estiment que cette révolution religieuse fut en grande partie impulsée par Néfertiti elle-même. De plus, selon une théorie influente, après la mort d'Akhénaton, la grande épouse royale Néfertiti aurait régné sur l'Égypte pendant environ 2 ans sous le nom de Néfer-Néferuaton.
Puis, après Néfer-Néferouaton, Toutankhamon monta sur le trône à l'âge de 8 ou 9 ans seulement, régnant sur l'Égypte de 1332 à 1323 avant notre ère. Autrement dit, il n'avait qu'environ 18 à 19 ans au moment de sa mort. Durant le règne de Toutankhamon, la religion revint à sa forme antérieure et la place de divinité suprême fut rendue au dieu Amon. Par conséquent, lui qui portait à l'origine le nom de Toutankhaton, en référence au dieu solaire Aton, adopta celui de Toutankhamon, signifiant « image vivante d'Amon ». C'est plutôt complexe, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est là qu'une introduction à la généalogie des pharaons, et le plus étonnant reste encore à venir. En réalité, des analyses ADN menées dans les années 2000 ont révélé que le père de Toutankhamon était bien le pharaon hérétique Akhenaton, tandis que sa grande épouse Néfertiti n'était pas sa mère biologique. En d'autres termes, Néfertiti n'était pas sa mère, mais sa belle-mère. Selon les données génétiques, la véritable mère du futur pharaon serait la momie découverte dans la tombe KV35, connue sous le nom de Jeune Dame, qui était en réalité une sœur d'Akhenaton. Toutefois, il serait hâtif de conclure qu'Akhenaton menait une vie particulièrement dissolue. À cette époque, les mariages entre proches parents au sein de la famille royale n'avaient rien d'exceptionnel et faisaient même presque partie intégrante du système. Ces unions visaient à éviter la dispersion du pouvoir vers l'extérieur et à préserver ce que l'on appelait la pureté du sang. Mais les conséquences de cette pratique apparaissaient clairement dans l'histoire même de Toutankhamon, dont les circonstances tragiques de la mort précoce nous sont parvenues avec des détails saisissants. Les recherches modernes ont révélé que ce jeune pharaon souffrait de nombreuses maladies congénitales liées à la consanguinité de la lignée royale. Il présentait de graves problèmes osseux, tels que des déformations du pied, un pied beau et une boiterie prononcée, et la découverte de plus d'une centaine de cannes dans sa tombe, probablement utilisées de son vivant, n'a rien d'un hasard. De plus, l'analyse ADN de la momie a révélé des traces d'une infection sévère par le paludisme, et il avait également subi une fracture de la jambe peu avant sa mort. Pour un organisme affaibli, une telle blessure pouvait facilement devenir fatale, et ainsi le jeune souverain d'Égypte s'éteignit à seulement 18 ou 19 ans. Le débat autour de l'origine du masque. Revenons maintenant à ce masque. Depuis qu'il est réapparu après 3 millénaires de sommeil, le masque funéraire en or de Toutankhamon continue de fasciner un large public, des amateurs d'histoire aux égyptologues les plus spécialisés. Naturellement, cette situation n'a pas échappé aux médias à sensation, friands de récits spectaculaires et de prétendues découvertes pseudo-scientifiques. Ces derniers temps, certains médias pseudo-scientifiques ont même introduit le terme de « visualisation quantique », affirmant que cette méthode aurait permis de révéler de nouveaux faits stupéfiants concernant le masque d'or de Toutankhamon. Selon eux, cette technologie de scan aurait permis de voir des détails dissimulés à l'intérieur du masque. En réalité, une méthode telle que le scan par résonance quantique n'existe tout simplement pas dans le domaine de l'archéologie. Les techniques réellement utilisées par l'archéologie moderne sont la diffraction des rayons X, la tomodensitométrie et la tomographie par cohérence optique. De la même manière, il n'existe aucune trace dans le monde académique d'un prétendu Dr Woods de l'Institut Max Planck, ni d'un chercheur nommé Ahmed Hassan qui aurait, selon certaines rumeurs, scanné le masque en 2024 et obtenu des résultats sensationnels. Les descriptions flamboyantes de ces expériences, largement diffusées sur Internet, n'ont en réalité aucun lien avec les faits. Cependant, cela ne signifie absolument pas que le masque de Toutankhamon ne recèle aucun mystère troublant. En réalité, des indices suggérant que le masque pourrait avoir été remplacé par un autre avaient déjà été signalés bien avant que les médias ne s'emparent de ces prétendues découvertes quantiques. Cette hypothèse fascinante a été formulée par l'égyptologue britannique Nicholas Reeves. Cette théorie, proposée par un chercheur reconnu et bien réel, repose sur ses propres analyses du masque d'or de Toutankhamon. Nicholas Reeves a notamment remarqué des traces évidentes de modifications dans les hiéroglyphes inscrits dans la cartouche du jeune pharaon. L'enquête a confirmé que l'inscription du cartouche avait effectivement été altérée. En utilisant des méthodes archéologiques aujourd'hui standards, il est même parvenu à lire des fragments de l'inscription originale, soigneusement grattés par des artisans de l'Antiquité. Il s'est ainsi avéré que certaines formes grammaticales du texte initial étaient au féminin. Par ailleurs, un autre détail intriguant a été relevé.
Les trous présents dans les lobes des oreilles avaient été comblés avec de l'or. Les artisans de l'époque semblent avoir tenté de dissimuler ces perforations préexistantes, mais les traces de cette intervention restent visibles. De plus, la position et la taille de ces trous correspondent davantage aux pratiques féminines de port de boucles d'oreilles. Les pharaons masculins ne se faisaient pas percer les oreilles. Certes, certains égyptologues avancent que quelques pharaons particulièrement atypiques auraient pu porter des bijoux d'oreilles. Toutankhamon faisait-il partie de ces rares exceptions ? Si tel était le cas, pourquoi aurait-on alors pris soin de dissimuler ces trous en les remplissant d'or ? L'hypothèse de Nicholas Reeves. Sur la base de ses propres recherches, Nicholas Reeves a avancé une hypothèse particulièrement cohérente, selon laquelle le masque funéraire en or de Toutankhamon serait à l'origine un masque féminin ayant été remanié, celui de Néfertiti. Après la mort de son époux Akhenaton, elle aurait régné sur l'Égypte en tant que pharaon femme, sous le nom de Néfer-Néfer-Ouaton. Et les circonstances de la mort de Néfertiti, ou plus précisément de la pharaone Néfer-Néfer-Ouaton, restent entourées d'un profond mystère. Cette période est d'ailleurs considérée comme l'une des plus énigmatiques de toute l'histoire du Nouvel Empire. De la même manière, la mort de Toutankhamon, survenue à l'âge de 18 ou 19 ans, demeure elle aussi mystérieuse. Malgré les nombreuses zones d'ombre de cette époque, une chose est certaine, sa mort fut soudaine. Ce qui a encore compliqué la situation, déjà extrêmement complexe, c'est le fait que le jeune pharaon n'a laissé aucun héritier direct, transformant cette période en un terrain idéal pour les intrigues politiques. Profitant de ce chaos, le haut dignitaire âgé Haï se hâta d'épouser la veuve de Toutankhamon, Ankhésénamon. Ainsi, ce courtisan habile n'hésita pas à faire éliminer un prince hittite, venu du royaume hittite et se rendant en Égypte pour ce mariage à la demande de la veuve éplorée. Pour le nouveau pharaon monté sur le trône, la première obligation était d'organiser les funérailles de son prédécesseur. Dans l'Égypte antique, une tradition stricte imposait que le corps du pharaon soit momifié dans un délai de 70 jours. Cette période était associée au mythe du dieu Osiris, ainsi qu'au cycle de l'étoile Sirius, symbolisant la renaissance après la mort. Durant ce laps de temps, il fallait préparer le corps pour l'au-delà, aménager la chambre funéraire, le sarcophage et le masque funéraire, et accomplir de nombreux rituels complexes. Dès l'instant où un nouveau pharaon accédait au pouvoir, les préparatifs de ses propres funérailles commençaient déjà. Mais cette fois, la mort étant survenue brutalement, rien n'était prêt. La situation était désespérée. Selon l'hypothèse de Nicholas Reeves, le nouveau pharaon aurait alors décidé d'utiliser un masque en or déjà achevé, appartenant à un autre membre de la famille royale, voire à un pharaon. À ce moment-là, plus de 9 ans s'étaient écoulés depuis la mort de Néfertiti, qui avait régné sous le nom de Néfer-Néfer-Ouaton, et son masque en or ainsi que ses objets funéraires devaient déjà reposer dans une tombe dédiée, aux côtés de sa momie. En s'appuyant sur ces éléments, Nicholas Reeves a supposé que le masque utilisé et modifié dans l'urgence pourrait bien être celui de Néfertiti. D'autres indices suggèrent également que les préparatifs des funérailles de Toutankhamon ont été réalisés dans la précipitation. Par exemple, les égyptologues ont remarqué que les angles du sarcophage extérieur en quartzif présentent de légères ébréchures. Cela pourrait s'expliquer par le fait qu'ils ont été retaillés pour faire passer le sarcophage par l'entrée étroite de la chambre funéraire, faute de temps pour le refaire plus soigneusement. Mais le point le plus important reste que la tombe de la pharaone Néfer-Néfer-Ouaton n'a toujours pas été découverte à ce jour. Son nom lui-même a presque entièrement disparu des inscriptions des époques postérieures. Certains chercheurs vont même jusqu'à remettre en question l'existence réelle d'un règne exercé par une femme pharaon. Il est toutefois probable que la période de son règne ait fait partie de ce que les dynasties suivantes ont cherché à effacer à jamais, une période souvent qualifiée d'hérétique. À ce titre, des tentatives ont également été menées pour faire disparaître de l'histoire la figure même de Néfertiti, grande épouse royale du pharaon Akhenaton et actrice majeure de cette réforme religieuse controversée. Son nom a souvent été totalement ou partiellement martelé sur les reliefs. Il n'apparaît pas non plus dans les listes royales, mais contrairement à celui de Néfer-Néfer-Ouaton, le nom de Néfertiti subsiste encore sur de nombreux reliefs de la période amarnienne. Et bien sûr, la preuve la plus célèbre de l'existence de cette Égyptienne, considérée comme l'une des plus belles femmes de tous les temps, reste son célèbre buste.
Celui-ci a été découvert en 1912 dans l'atelier du sculpteur de l'Égypte antique, Thoutmôsis. Aujourd'hui, ce buste est conservé au Neues Museum à Berlin. Ainsi, à la lumière de ces éléments, la probabilité que le masque en or de Toutankhamon soit en réalité une version remaniée du masque de la pharaone Néfer-Néferuaton apparaît particulièrement élevée. Cette hypothèse repose sur des éléments de preuve convaincants, obtenus grâce à des méthodes d'analyse non destructives classiques, telles que la radiographie et la microtomographie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.